Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un jeu que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. C'est le jeu Shadowscape Tarot. Ou alors il a une traduction française qui est le tarot des mondes oniriques. J'ai préféré en faire l'acquisition dans la version originale. Je préfère toujours les versions originales de toute façon. Euh, voilà, je sais pas comment se prononce son nom, c'est Stéphanie Pugh Moonlow. Donc voilà, la boîte est vide parce que je vais vous montrer les cartes. Je voulais vous parler de ce que j'en avais pensé, de comment je l'utilise, de ce que j'aime, de ce que j'aime moins, etc. En fait, je l'avais acheté parce que je trouvais les images incroyablement belles quand je les voyais en ligne, incroyablement détaillées. Ça m'attirait très fort le fait qu'il soit aussi très mixte, alors que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui ont une tonalité très très féminine, comme tout ce qui est monde des fées, etc., ou de tarot qui sont franchement assez masculins dans l'imagerie, comme celui du Rider-Waite. Donc j'aimais son côté mixte aussi et très finement dessiné. Enfin, il y avait quelque chose qui m'attirait très très fort là-dedans. Je voulais juste vous montrer, faire un tout petit arrêt sur la boîte en elle-même, parce que c'est une boîte qui s'ouvre comme ça en fait, et elle est plus solide que la plupart des petites boîtes en carton que j'ai. Je suis en train peu à peu de virer mes petites boîtes en carton justement parce qu'au fur et à mesure d'être manipulées, de vieillir, elles partent un peu en morceaux, elles ne ferment plus très bien et je suis en train de les remplacer par des petits pochons en tissu. Mais celle-là, je pense que c'est une boîte plus solide avec une ouverture plus ergonomique et du coup, je pense que ça va rester assez longtemps. Il y a un petit livret qui l'accompagne, donc ce n'est pas un livre, c'est pas dur, c'est vraiment du petit livret papier, donc c'est pas forcément une qualité hyper top et c'est pas le livret qu'on vénère, on va dire. Il est compris là-dedans, il y a une petite introduction, la perspective, la philosophie du jeu, c'est suivi par le descriptif de toutes les cartes, il y a des petites illustrations avec. Et en fin d'ouvrage, on a quelques petites propositions de tirage, de comment utiliser, etc. Pour ce qui est du descriptif des cartes, j'ai un petit peu lu. Quand je suis hésitante sur une carte, je m'y réfère encore. Il faut savoir que le descriptif des cartes, ça va être vraiment des conseils, c'est-à-dire une perspective à adopter par rapport à une certaine carte. Donc j'ai trouvé ça, il n'y a pas de mots-clés en fait. C'est à chaque fois une phrase de ce qu'on doit faire avec cette carte et du changement de perspective que cette carte nous apporte. Donc c'est toujours très très court. Regardez, le texte par carte est vraiment très court et assez simple. Mais j'ai bien aimé, je trouve que c'est un bon guide, mais c'est ce qui me fait dire aussi que si on veut vraiment avoir une connaissance profonde du tarot, avoir beaucoup de lecture dessus, c'est pas avec ce livret-là que vous allez vous y retrouver. Moi, je l'aime beaucoup pour m'en servir là-dedans. J'aime aussi son petit format, ça fait il tient dans la boîte, qui est vachement pratique aussi. Alors, ce que je voulais vous dire plus précisément sur le jeu, et puis je vais vous montrer des cartes en même temps, ce que j'ai bien aimé et ce qui m'est assez utile, c'est que chaque suite dans les arcanes mineurs a une couleur propre. Donc la suite des coupes est représentée à chaque fois en bleu. Je vous montre ici le 5 de coupe. Et je trouve que ça va particulièrement bien avec le thème de l'eau, ça va aussi, enfin le thème des émotions fluctuantes, etc. Donc je trouvais que le bleu était bien choisi pour la suite des coupes. Les épées sont en violet. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent. Que en fait le monde des épées, c'est le domaine du mental, c'est le domaine de l'air, c'est le domaine peut-être du spirituel aussi, et j'ai trouvé ça génial que ce soit relié au chakra couronne qui était violet. Donc voilà, les tonalités violettes, ça peut être mixé avec d'autres couleurs, mais la tonalité générale, c'est ça. Oh attendez, je me suis un peu perdue dans mes trucs là. Zut de zut. Alors, je vais vous en trouver d'autres, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que je voulais encore vous montrer les deniers. Alors, les deniers, bah non, je les avais pris en fait. Les deniers, c'est du jaune ou de l'ocre. Et étant donné que c'est l'élément feu, je trouve ça également bien choisi parce on retrouve les tonalités du feu qui sont forcément orange, jaune, etc. Et on trouve aussi le bois, enfin le bois du bâton qui est donc brun. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va retrouver là-dedans. J'ai trouvé que là aussi, c'était bien fichu.
Et enfin, les deniers sont en vert. Alors celui-là, c'est un petit peu plus un vert turquoise, c'est un chevalier de denier. Et là aussi, j'ai trouvé que ça se rattachait très très bien à l'élément terre, l'élément forêt, l'élément croissance, etc. Donc j'ai bien aimé ces différentes couleurs pour les coupes, le choix des couleurs pour les coupes. Et en fait, quand on a, c'est assez différencié. Donc quand on a tout un grand tirage devant soi, ça permet tout de suite de cibler quoi va avec quoi, quoi relève de la suite de quoi. Donc c'est que ça marche par touche de couleur, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. L'autre chose que je voulais vous montrer avec les 4 races que je vais vous montrer, c'est les 4 coupes sont illustrées par 4 types d'animaux différents. Il y a à chaque fois des animaux qui accompagnent dans les cartes. C'est rare qu'il y ait des cartes sans animaux du tout. Et donc, il y a des animaux qui symbolisent les suites. Donc, la suite des épées est symbolisée par des oiseaux. Il y a surtout des cygnes. Il y a quelques corbeaux et il y a de temps en temps un colibri. Et après, il y a d'autres oiseaux, mais ça, c'est les oiseaux principaux. Et les cygnes, ça arrive vraiment en principal. Et je trouve que on est bien dans l'élément spirituel, on est bien dans l'élément air. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Pour les deniers, j'ai trouvé ça génial aussi parce que c'est des petits reptiles. Donc là, on a des caméléons, on a des lézards, on a des dragons, donc qui sont mis dans la même catégorie. Enfin, animaux imaginaires et pas imaginaires sont pas forcément distingués dans ce jeu-là. On est vraiment dans un monde assez effectivement onirique. Donc voilà, les petits, là pour le coup, sur cette as-là, ce sont des caméléons. On a des renards pour l'élément feu, donc ça se prête bien à la couleur rousse du renard. Et pour l'élément eau, on a évidemment des poissons. Donc on aura beaucoup de cartes avec des poissons partout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans chaque carte, on retrouve, enfin pour les coupes, on retrouve des coupes, pour les épées, on retrouve des épées, etc. Et en fait, il y a des cartes où c'est complètement évident. Par exemple, je vous montre le 4 de coupe, où on voit au-dessus de la sirène, on voit 4 coupes qui flottent, qui sont tenues par des espèces de fées ailées. Donc 4 de coupe, on retrouve 4 coupes. Pareil, 3 d'épée, on retrouve les 3 épées, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, dans d'autres... Je vais couper mon téléphone. Dans d'autres cartes, on est un petit peu dans le livre Chercher Charlie, parce que on a du mal à décrypter où se trouvent le nombre de petits éléments qu'il faut. Donc là, par exemple, ça c'est encore à moitié évident. C'est un 5 de bâton. On trouve 4 bâtons à l'arrière. Le dernier bâton est porté dans les mains du jeune homme. Mais il y en a où c'est carrément moins évident et où j'ai passé un certain temps à me plonger dans l'image pour rechercher tous les éléments. J'adore ce 6 de coupe qui représente donc l'enfance, la nostalgie, etc. Je sais pas si on le voit bien. Et j'ai mis du temps à chercher les coupes. Donc, on a 3 petites coupes au départ devant la petite fille qui verse le thé. On a une coupe dans l'espèce de statue ou de femme qui se tient derrière. On a une coupe qui est devant tous les protagonistes. Et enfin, on retrouve une coupe tout à l'avant, comme une espèce d'offrande, tout devant la personne qui regarde la carte. Donc je me suis vraiment, j'ai pris du temps pour chercher les éléments. J'aime bien ce côté fouillé dans les cartes aussi. Pour le 9 d'épée, il n'y a pas d'épée dans l'image, c'est un tatouage en fait sur la poitrine du protagoniste. Il y avait quoi encore que j'avais? Ouais, pareil, je me suis amusée à compter le nombre de petits bâtons éclairés qu'il y avait là pour le 10 de bâton, et il y en a bien 10, mais voilà, il y a toujours quand même cette recherche. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi avec ces cartes, c'est qu'il y a, vous les avez vues, il y a énormément de détails. On a l'impression qu'on n'en aura jamais fini, qu'il y a plein de trucs. Et je pense que chaque jour, on peut trouver un nouveau niveau de lecture dans ces cartes-là. J'ai bien aimé. J'avais envie de montrer un petit peu le genre de détails qu'on peut retrouver avec la carte, par exemple, de l'amoureux. Je vais la comparer un petit peu avec celle du diable. Donc, on retrouve le serpent et la pomme tout en bas. On a un espèce de triskel là avec 3 glands qui sont entourés. On a les amoureux bien sûr. On a cette espèce de puissance supérieure. Et on a des oiseaux qui apportent une couronne ou qui enlèvent une couronne ou qui tiennent une couronne à portée de main.
La carte du diable, en fait, dans le Rider-Waite-Smith, on a vraiment une forte correspondance entre la carte du diable et la carte des amoureux. C'est la même. Il y a toujours un espèce de gouverneur derrière, soit un ange bienveillant, soit le diable, et qui tient, enfin, qui a devant lui un homme et une femme qui sont posés dans les mêmes cartes aux mêmes endroits. Dans le diable, ils sont enchaînés. Dans les amoureux, ils ne sont pas enchaînés. C'est à eux de faire leur choix. Mais bref, il y a une forte correspondance entre les deux cartes. Et on retrouve dans le diable cette notion d'amour parce que il tient un petit cœur. On retrouve ici avec le corbeau, on a un corbeau qui tient une couronne. Donc là aussi, on a cet élément de couronne qui est tenu par des oiseaux. Et on retrouve ce thème d'un espèce d'amoureux enchaîné. Alors au tout départ, on a un petit bonhomme enchaîné en fait sous le monticule. Au tout départ, j'ai cru qu'il s'agissait d'un homme, un petit bonhomme enterré. En fait, en y regardant plus près, ce bonhomme, eh ben, il a des seins, donc c'est une femme, avec une clé de libération qui se trouve juste au-dessus de lui. Donc c'est à lui de briser ses chaînes et d'aller au-delà de ce monde d'illusions dans lesquels il est enfermé. Donc, enfin voilà, il y a plein de sous-structures en fait dans ces images. J'ai beaucoup aimé ça. Ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu, et je ne m'y attendais pas forcément, c'est que visiblement ce type d'image, ça a été peint au départ, ou je ne sais pas quel était le médium utilisé, mais il me semble il y a pas mal d'aquarelles par exemple dedans, mais c'était grand. Je veux dire la personne qui les a peints, Stéphanie Pugh-Moonlow, a fait ça sur des grands formats et ensuite ça a été réduit pour être mis sous forme de cartes. Or, ces cartes-là, enfin, vous voyez par rapport à ma main, elles ont une taille assez standard. Je les ai comparées à mes autres cartes. Elles sont ni petites ni grandes. C'est pas un format de poche, c'est pas non plus des cartes assez gigantesques. Mais honnêtement, je crois qu'elles auraient gagné à être gigantesques. Parce que quand j'ai eu tout ça sous les yeux, je me suis dit, je suis quelqu'un qui a une très bonne vue en général. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oh punaise, ma vieille, t'as besoin de lunettes, quoi. Parce qu'on dirait vraiment que ça a été dessiné par des fourmis. C'est tout petit. Enfin, je veux dire, si je la tiens là, pourtant ma main, vous la voyez bien, c'est minuscule. Donc c'est vraiment dans le détail. Et ça m'a gênée quand je me suis fait des grands tirages, style à 8 cartes par exemple. C'est dur d'avoir une vision d'ensemble tant c'est minutieux. Alors heureusement qu'il y a les grandes touches de couleurs, heureusement qu'il y a les animaux qu'on repart assez vite. Mais sinon, on est obligé de se pencher pour voir vraiment de quoi il s'agit, en fait. C'est pas quelque chose qui nous saute à la figure, en fait. On est vraiment dans cette recherche. Donc, c'est vraiment pour avoir une lecture très fine et très circonstancielle. Là où j'ai été un petit peu tatillonnée aussi, c'est sur certaines cartes qui, dans le jeu de référence, qui est le Rider-Waite, sont plutôt... Il y a une tonalité négative et dans la tonalité... Enfin, ces cartes-là, quand je les lis en positif, dans les cartes dites négatives, quand je les lis en positif, c'est des cartes de conseil du style « Ah, t'es enfermé, tu as les outils à ta disposition pour te libérer, par exemple. » Enfin, voilà. Et en fait, là, il y a beaucoup de cartes négatives que je ne trouve pas très négatives, en fait. Par exemple, ici, on a le 10 d'épée qui, dans une imagerie plus traditionnelle, est représenté comme un homme à terre avec des épées plantées dans le dos. Ici, c'est pas du tout le cas. Alors, ok, il y a quelque chose, il y a un grand voile rouge un peu oppressant, il y a deux animaux qui crèvent cette voile rouge. Mais ceci dit, je trouve pas que c'est une carte qui représente trop l'état de victime, qui représente le fait de se sentir mis à terre. Je trouve qu'au contraire, c'est aussi une prise de pouvoir. C'est peut-être un drame qui se joue, mais c'est assez dans l'allant et la prise de pouvoir. On n'est pas inerte. Et du coup, je me suis dit, je ne retrouve pas cet aspect très écrasé, je trouve pas cet aspect très négatif que je trouve dans les autres jeux de tarot. Même chose pour le 5 d'épée, qui est censé être une carte aussi de convoitise, de profit, un peu de méchanceté parce il y a peut-être une dispute qui a eu lieu ou un conflit qui a eu lieu et on va retirer un espèce de profit un peu malsain de ce conflit où on va peut-être pouvoir prendre les armes pour s'en servir à d'autres fins. Et je trouve pas ça là-dedans. Alors peut-être que c'est une carte de conflit, mais je trouve plutôt que c'est une carte saine. Je vois le fait de prendre les armes dedans. Je vois le fait de se faire aider. Enfin, ouais, ça aussi c'est une carte où on cherche les éléments. Il y a deux épées prises par des signes, il y a une épée prise par l'homme et il a encore deux épées dans son dos en fait. Il est bien armé, on va dire, cet homme-là. Donc voilà, je retrouvais pas la tonalité négative
du jeu de référence. Pareil, le 7 de coupe qui est censé être une carte de convoitise et d'éparpillement et de oh là là, je suis tentée par plein de choses, mais en fait aucune de ces choses ne me correspond vraiment, et vraiment qu'il y a une carte qui incarne pour moi la tentation. Là pour moi c'est plutôt une carte de focus. Je veux dire, on a un homme qui lit une carte et une femme qui montre le but. Donc pour moi ça montre plutôt le focus que l'éparpillement. En plus, ok, il y a 7 petites coupes à leurs pieds, mais pour moi c'est plus ils ont de quoi faire la route. Et ils sont restaurés. Enfin voilà, il y avait quand même une tonalité négative qui manquait à cette carte. Cette carte, je la trouve quand même positive. Je trouve pas que c'est une carte de vision abracadabrante en fait. Par contre, il y a d'autres cartes que je vais vous montrer qui on avait une tonalité négative et qui sont effectivement assez négatives ou assez dans la remise en question. On a le 5 de denier qui représente un état de pauvreté et qui nous demande d'avoir la foi, de croire en nos rêves pour continuer à dépasser cet état de manque. C'est bien ce qu'on retrouve dans cette carte avec une femme qui est un peu effondrée, un papillon qui lui apporte de l'espoir et ce magnifique vitrail qui lui dit qu'il y a toujours cet espoir et qu'il y a cet état où elle dépassera cet état de manque. On a le 2 d'épée qui est normalement la carte d'un choix difficile et on a effectivement un personnage qui tient 2 épées, qui hésite entre 2 signes différents, l'un qui tient une fleur, l'autre qui tient un cœur, et la personne qui ne voit pas grand-chose, qui a les yeux un peu bandés. On retrouve cette difficulté à faire un choix, le fait de se sentir dans une impasse. Le 8 d'épée qui parle du fait de se sentir enfermé, de ne pas voir d'issue. Et on retrouve bien cette thématique là-dessus, avec un colibri qui est là pour l'inspiration et qui est là pour dire mais si, mais sers-toi de ta créativité, parce que là il y a des moyens de sortir de cette forêt de ronces. Tu peux prendre des épées, tu peux couper toutes ces ronces, enfin voilà, tout n'est pas que enfermement en fait. Donc il y a le caractère oppressant, je le retrouvais bien dans la carte, donc là j'étais tout à fait raccord. Alors, il y avait ensuite, pour finir, donc ça c'était pour le côté j'aime pas, il y avait d'autres cartes plus particulières que je voulais vous montrer. Il y avait tout d'abord la carte de la mort, qui est une carte magnifique. Enfin, l'arcane 13, elle est vraiment resplendissante et c'est un phénix qui brûle et qui pourra renaître de ses cendres. Donc j'ai trouvé que ça matérialisait bien ce fait de, voilà, il faut faire le vide, il faut accepter de laisser mourir certaines choses pour pouvoir rebâtir à neuf. Mais en fin de compte, la carte de la mort, c'est pas une carte qui, moi, me fait peur dans les jeux de tarot. Et au contraire, j'accepte facilement de lâcher prise ou d'affronter les crises pour pouvoir rebâtir à neuf. Mais celle-là, elle me fait gloups un petit peu parce que je veux bien passer par des crises, je veux bien même laisser des choses mourir, mais le fait de passer par l'immolation, c'est un truc qui m'effraie. Personnellement, le feu, c'est un élément par lequel je n'aimerais pas mourir. Et le rôle du phénix, c'est pas du tout un rôle que j'envie, même s'il a le droit de renaître. Du coup, ça passe vraiment. Alors, à la fois par cet éclairage, c'est très très lumineux, c'est vraiment la reconstruction possible et l'élan de reconstruction, mais en même temps, c'est une destruction qui va être particulièrement douloureuse et dévastatrice. Donc voilà pour cette carte de la mort et les réflexions que j'avais dessus. Je voulais vous montrer la carte du fou parce que pour moi, elle incarne une confiance absolue dans ce qui va arriver. C'est même pas que la personne est tellement folle ou inconsciente de devoir se jeter dans le vide et d'être retenue par une nuée de petits oiseaux là et d'être accompagnée par ce renard, mais c'est juste qu'elle fait preuve d'une liberté folle et d'une confiance folle en la vie en fait. Et j'aime beaucoup cette carte du fou. La grande prêtresse m'a posé un peu problème. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit, il y a une grenade là en haut. Donc, pour moi, la grande prêtresse, elle, c'est vraiment Perséphone pour moi. Et du coup, qu'elle soit représentée aussi avec une grenade, ça m'allait très bien. On reconnaît aussi la chouette de Héra en dessous, moi qui suis un petit peu dans les déesses grecques ces temps-ci. Par contre, ce qui m'a gênée, c'est que pour moi, la grande prêtresse, elle a souvent un rôle aussi de mystère et donc de séduction. Elle a une espèce d'érotisme qui se dégage du fait d'être mystérieuse. Et là, en fait, elle est représentée comme quelqu'un d'androgyne. Enfin, je n'y vois pas forcément une femme. Je sais pas si j'y vois une femme ou un homme, en fait. Et en fait, j'étais très gênée par ça. Pour moi, elle est pas dans son truc de séduction là. Et je dois encore un peu plancher sur cette carte-là. Une carte que j'ai beaucoup aimée, c'était la roue de fortune, qui est une carte qui pour moi est assez dure à interpréter en général. Quand elle arrive dans un tirage,
on sait jamais si c'est du tout bon ou du tout mauvais. Enfin voilà, c'est vraiment circonstancié. Et là, enfin, j'ai beaucoup aimé que ce soit cette espèce de mandala, cette espèce de roue de vie, avec au-dessus un mur qui semble être complètement décrépit, en dessous une fleur qui est en train de naître ou de renaître. Et en fait, le fait de la trouver tellement belle, je trouve que c'est un gros essor pour moi, pour une meilleure compréhension de cette carte, un meilleur approfondissement de cette carte. Euh, j'ai aimé le 6 d'épée qui est pour moi dans les autres jeux une carte de départ en voyage et de départ sans doute un peu forcé, de devoir laisser certaines choses derrière soi pour les dépasser, peut-être pour fuir ou peut-être pour trouver de nouvelles choses, pour mettre des gens à l'abri, pour trouver de nouvelles idées. Et là, j'ai trouvé que c'était un départ et un renouveau qui peut être très salvateur, et on se réfugie contre ce signe et on laisse derrière nous toutes nos guerres, toutes nos épées, tout notre côté noir. J'ai aimé le 4 de denier, qui est la carte de la préservation du patrimoine, qui est la carte de faire ses comptes. Et là, on a un gros dragon qui est tout lové autour de ses petits deniers. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une carte très très tendre en fait, et très je protège. Et voilà, c'est une vraie carte d'autoprotection aussi, et de protection de ce qu'on a, et d'égoïsme. Mais j'aime bien en fait cette carte-là. Le 9 de bâton, qui est une carte de défense de ce qu'on a construit, de défense de ses projets, et d'incitation à peut-être se relaxer, parce que là c'est bon, t'as construit le truc, c'est pas mal, mais c'est bon, tu peux passer à autre chose maintenant que de défendre uniquement la monstrueuse construction que tu as faite. Mais non, tu restes quand même sur tes gardes, parce que voilà. Et là, on a carrément toute une armée avec un général d'armée qui est très très beau là sur sa bête fantastique. Et c'est vraiment une belle carte de défense, et de défense à outrance. Le 8 de coupe, pour moi, il représente le fait d'avoir construit certaines choses, surtout au niveau spirituel ou relationnel, et maintenant de se dire, voilà, j'en suis arrivé là, je bute, parce qu'il n'y a pas d'au-delà, et je vais au-delà, mais en suivant une autre route. C'est une carte de pèlerinage, c'est une carte de remise en question spirituelle, et d'aller creuser dans un chemin spirituel. Et en fait, cette carte, elle est souvent symbolisée avec des montagnes derrière, et des montagnes à dépasser. Voilà, c'est un chemin qui va peut-être être dur dans la remise en question spirituelle, mais ça va se faire, et on passe à autre chose. Et là, en fait, c'est vraiment une carte de 8 de coupe, de plonger dans les profondeurs. C'est pas qu'on va au-delà de quelque chose, c'est qu'on plonge en soi, et c'est vraiment une redécouverte de soi. On laisse tomber ce qu'on avait déjà, nos pensées établies, ce qu'on a déjà, ce qu'on a été, ce avec quoi on a été instruit, etc. Et on descend plus profond, on passe un niveau en profondeur cette fois. Donc waouh, waouh, waouh. Puis j'aime bien les sirènes aussi. Je voulais aussi vous montrer, pour terminer, toutes les cartes de pages, parce qu'elles sont hyper féminines, et je sens bien à chaque fois cette vibration des débuts je me lance dans la maîtrise de ça, je sais pas trop encore ce que ça va devenir, mais j'y vais quand même, avec tout ce que ça comporte d'hésitation et de naïveté, et le fait qu'elles soient aussi hyper féminines, parce que les pages sont décrites comme des éléments féminins, ça m'a plu. En fait, je les ai trouvées très très belles, ces cartes. Donc je vous les montre simplement. On a le page de denier qui est alors on ne sait pas si ça passe au-dessus ou bien si elle est assise sur un espèce de gros denier. Il y a un gros dragon à ses pieds. Page de coupe sous l'eau, en sirène, qui tient une grande coupe devant elle. Le page de bâton, qui joue du violon au milieu de la forêt et au milieu de ses renards. Et le page d'épée, qui protège un bébé cygne et qui s'envole dans son monde de pensée, et qui apprend à savoir ce que elle veut, ou ce que elle décide, et quoi faire de ce pouvoir de la pensée pour elle. Elles m'ont vraiment enthousiasmée. De la même façon, les cartes des rois m'ont enthousiasmée. Les rois dans les autres jeux, j'apprécie toujours leur pouvoir et leur avis très éclairé, et voilà, le fait d'être maître de leur élément. Mais c'est aussi des cartes que je les trouve aussi souvent antipathiques. J'ai pas forcément envie d'être leur copine. Or là, j'avais très envie de me rapprocher de ces rois-là, et limite d'être eux vraiment dans une certaine mesure. Je m'identifie plus. Enfin, c'est plus facile pour moi d'avoir envie d'être dans ces cartes-là. Donc, je vous les montre aussi.
Il y a le roi de bâton en pleine puissance, en plein feu de l'action et qui nous tourne le dos parce que pour moi, il continue à aller de l'avant et on n'a pas d'autre choix que de le suivre. Ça fait d'ailleurs comme un espèce de courant d'air, un appel d'air derrière lui. J'aime particulièrement aussi ce roi de bâton parce que pour moi, il représente mon mari. Qui est effectivement plein de passion et avec lequel on n'a pas d'autre choix, soit de l'envoyer balader totalement, soit de le suivre dans sa passion et dans tout ce qui dégage de très énergisant et de très charismatique. Donc voilà pour le roi de bâton. Le roi d'épée, qui est certes assis et qui semble avoir une posture assez recroquevillée, mais qui est en pleine puissance de sa pensée, qui est là pour nous éclairer, qui est là pour être dans toute sa justice et qui a un avis et une perspicacité particulière sur les choses. On a le roi de denier qui est en pleine croissance dans sa forêt, qui devient lui-même un arbre tellement il construit, tellement il est protecteur, tellement il nous invite à le rejoindre. Et enfin, le roi de coupe, je ne sais pas si vous voyez bien son visage parce que ça se confond vraiment avec le fond, qui est vraiment à fond dans son élément eau, qui porte une coupe pleine de toutes les émotions possibles et qui est prêt à les utiliser, qui est prêt à nous éclairer sur cette question, qui est prêt à les analyser, à nous donner son avis sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment la carte du thérapeute par excellence, selon moi. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces rois. Donc, voilà pour ce jeu que j'aime particulièrement, que je suis très heureuse d'avoir acquis. Je ne lis pour l'instant pas encore le tarot pour les autres avec, je le fais pour moi parce que j'ai besoin, comme vous le voyez, encore d'apprivoiser certaines cartes, de me faire à ce qu'il y a vraiment dedans, de plonger dans ces cartes et je pense que ça demandera un certain temps étant donné la profondeur de ces cartes. Ouais, avec les défauts que je dis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a trop de niveaux dans les cartes, on a besoin d'avoir le nez dessus pour vraiment y voir quelque chose. Donc voilà. Si vous avez besoin de mes services, tout est en dessous. Je vous mets tout ça en lien sous la vidéo, ou me demander un jeu tarot, ou définir la carte de votre année, etc. Donc vous n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je veux bien que vous, avoir aussi votre avis sur ce jeu-là si c'est un jeu qui vous a aussi parlé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.